démarrer l'enregistrement. Hop, ok les mecs, c'est parti. Finalement, Allez, 20h29, une minute en avance par rapport à ce qu'on avait dit. On est bien. on est là, Ok les gars. large. Donc, c'est Une parti. tablette de notes, c'est parti. Pas du tout premier séminaire. Séminaire numéro 18, les gars. Comme je vous disais juste avant, Vera, je crois que tu n'étais pas encore là. J'ai un texte, concrètement, qui fait à peu près 15 à 16 minutes. D'accord? Je vais tout vous lire. Je vous invite réellement, vivement à prendre des notes, quelques notes. Si ça va trop vite, essayez de me le dire. Essayez de pas trop couper la fluidité du texte, mais essayez de me le dire. Je vous invite à prendre des notes parce que je pense que c'est assez technique quand on vient d'un coup comme ça sur le texte. Mais voilà, d'où me vient l'idée de travailler, enfin de réfléchir sur l'échec dans le sport en faisant une analyse philosophique. Ça vient du livre que j'ai pas sous la main qui s'appelle Les Vertus de l'échec de Charles Pépin, qui est un philosophe moderne qui a travaillé donc sur l'échec, qui a travaillé aussi sur la confiance en soi. Il a fait une espèce de trilogie de petits bouquins super intéressants, vraiment cool, et il a travaillé sur autre chose aussi forcément. Je vais pas vous faire toute sa biographie. D'ailleurs, petit shout out à lui, il regardera jamais cet épisode, mais il fait un podcast sur Spotify et les autres plateformes de podcast qui s'appelle Une philosophie. Des petits podcasts de 15-18 minutes qui sont vraiment cool à écouter. Je vous invite vraiment à faire un petit tour si ça vous intéresse. Donc, sans plus tarder, moi je me suis basé sur justement son bouquin qui s'appelle Les Vertus de l'échec. En quoi l'échec est une vertu, en quoi c'est bien d'échouer, en quoi ça peut t'apporter quelque chose d'échouer et tout le côté philosophique qu'il y a autour de ça. En se posant une question, on va voir, c'est dans le sport, est-ce que c'est toujours bien d'échouer? Est-ce que c'est vraiment, comment dire, obligatoire? Est-ce que c'est un passage obligé? Mais on va voir ça juste après. Donc messieurs, l'échec dans le sport, une analyse philosophique. C'est parti. Si on ouvre un dictionnaire, l'échec, c'est d'abord le résultat négatif d'une tentative. Un insuccès, un revers, un manque de réussite. On est du côté de ce qui n'a pas marché, de ce qui n'a pas atteint son but. L'échec semble alors n'être qu'un mot pour dire la chute, le ratage ou encore la contre-performance. Mais dans le jeu d'échecs, le mot échec désigne une situation bien précise. Le roi est menacé, il est en danger, mais la partie n'est pas terminée. Être en échec, ce n'est pas encore perdre, c'est être placé dans une position délicate dont il faut trouver comment sortir. Il y a une contrainte forte, un risque réel, mais aussi des coups possibles. On peut se laisser guider ici par deux grandes voies de la philosophie, sans même être spécialiste. Nietzsche, philosophe du 19e siècle qu'on associe souvent à l'idée d'affirmation de la vie, ne rêve pas d'une existence sans épreuve. Pour lui, ce qui compte vraiment, ce n'est pas une vie lisse, c'est une vie qui rencontre de la résistance et qui oblige à se réinventer. Camus, au XXe siècle, avec sa philosophie de l'absurde, part plutôt du constat qu'il n'y a aucune garantie ni de sens, ni de réussite. Comme Sisyphe, dans un de ses romans, on peut être condamné à recommencer le même effort, la même montée, sans être sûr d'y arriver un jour. Dans le mythe de Sisyphe, ce personnage condamné par les dieux à pousser éternellement un rocher en haut d'une montagne, rocher qui redescend à chaque fois qu'il arrive au sommet, l'un et l'autre, chacun à sa manière, nous aide à déplacer la question. L'essentiel n'est peut-être pas de supprimer l'échec, mais de se demander comment on se tient devant lui, comment on continue à jouer une partie quand le réel nous résiste et qu'aucune victoire n'est assurée. Le parallèle avec Nietzsche et Camus, moi je suis en train de lire un livre de Camus, donc ça fait du sens, c'est que dans le mythe de Sisyphe, comme je l'ai dit là, Sisyphe est contraint par les dieux à monter un rocher en haut d'une montagne, il redescend et il doit recommencer, etc., etc. Donc ça peut être vu comme un échec ou justement comment vivre une situation qui peut être perçue comme un échec, à la revivre encore et encore et encore. Entre l'échec comme verdict, c'est fini, et l'échec comme position critique, comme dans le jeu d'échecs, encore ouverte, il y a déjà toute l'ambiguïté qui m'intéresse aujourd'hui dans le sport. Tout cela est vrai en général, mais ce soir je voudrais m'intéresser à une forme particulière d'échec, l'échec sportif. Dans le sport, justement, ce qu'on appelle échec n'est presque jamais une option abstraite. C'est toujours une situation très concrète. On parle d'échec quand il y a une attente et un écart. Cela peut être une défaite quand la victoire était visée, un temps non réalisé, une marque ou une performance en dessous de l'objectif, une place au classement jugée insuffisante par rapport au niveau espéré. Autrement dit, il y a un échec lorsqu'un résultat objectif
vient contredire une intention, une projection, un projet de performance. C'est ce type de situation, la défaite vécue comme contre-performance, le record manqué, la sélection non obtenue, la saison en dessous des attentes, que je vais appeler ici échec sportif et qui vont servir de point de départ à la réflexion. Ma question sera donc la suivante. Voici la problématique. L'échec dans le sport comme passage obligé vers la réussite. La valorisation contemporaine excessive de l'échec ne détourne-t-elle pas l'attention des enjeux pédagogiques de son analyse et de sa gestion? Je vous invite à la relire. L'échec dans le sport comme passage obligé vers la réussite, la valorisation excessive de l'échec ne détourne-t-elle pas l'attention des enjeux pédagogiques de son analyse et de sa gestion? On entend souvent aujourd'hui, il faut échouer pour grandir, l'échec fait progresser, ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Ce discours a sa part de vérité, Charles Pépin l'a très bien montré dans Les Vertus de l'échec diagnostique ce que l'entraînement cache. Je répète, l'échec diagnostique ce que l'entraînement cache. Il met en lumière un écart entre ce qu'on croit être et ce que l'on est réellement. Mais à force de répéter que l'échec est une chance, on risque de banaliser sa violence et d'oublier une chose simple. Tous les échecs ne sont pas bons à prendre. Et aucun échec n'est formateur par nature. Tout dépend de la manière dont on le vit, dont on le lit et dont on l'accompagne. L'échec fascine parce qu'il révèle, mais il trompe parce qu'il touche. Commençons par ce qui, dans l'échec, est effectivement précieux. L'échec a d'abord une valeur de vérité. Il montre froidement l'écart entre ce qu'on croyait possible et ce qui s'est réellement passé. Le coureur de 800 mètres qui explose dans la dernière ligne droite se retrouve confronté à quelque chose de très simple. Soit sa préparation n'est pas adaptée, soit sa gestion de course est défaillante, soit sa manière de gérer la pression n'est pas au point. L'échec ne ment pas, il révèle un déficit, une limite, un point aveugle. Dans ce sens, oui, l'échec est un révélateur du réel. Il casse les illusions, l'illusion du contrôle total, l'illusion de toute puissance, l'illusion que l'on mérite la victoire parce qu'on a beaucoup travaillé. Il vient dire, voilà où tu en es aujourd'hui dans ces conditions-là. Mais l'échec n'est pas seulement un diagnostic. Il est aussi, et c'est là que les choses se compliquent, un matériau psychologique. Ce n'est pas seulement un temps raté ou un match perdu, c'est une matière première pour la vie intérieure du sportif. Je répète, ce n'est pas seulement un temps raté ou un match perdu, c'est une matière première pour la vie intérieure du sportif. Quelque chose avec quoi il va penser, ressentir, se raconter, même se définir. Un échec nourrit des émotions, la honte, la colère, la peur, la tristesse, parfois même une forme de soulagement. Il nourrit des pensées, je suis nul, je ne suis plus le même, je n'ai plus le niveau, ou au contraire, je vois ce qu'il me manque. Il nourrit des récits sur soi, je suis un perdant, je suis un guerrier, je ne supporte pas la pression, je suis capable de revenir. Il nourrit des attentes et des anticipations, peur de revivre la même situation, tendance à éviter certains contextes, ou au contraire, surcontrôle. Dans ce sens, parler d'échec comme matériau psychologique, c'est dire deux choses importantes. D'abord, l'échec ne s'arrête pas au moment où le résultat tombe. Il continue à vivre dans la tête du sportif, à être retravaillé, revisité, parfois ruminé pendant des mois. Ensuite, ce matériau peut être travaillé comme une matière brute que l'on façonne ou subit, comme un poids que l'on porte, selon l'accompagnement, la manière d'analyser, la gestion mentale que l'on met en place. Ce qui rend certains échecs si difficiles à surmonter, c'est précisément ce double statut. D'un côté, ils sont un reflet cru du réel, un temps, une place, une non-sélection indiscutable. De l'autre, ils sont une expérience intérieure qui vient toucher le cœur de l'identité du sportif. Quand ces deux dimensions se superposent sans filtre, l'échec n'est plus seulement un signal à interpréter, il devient un verdict sur la personne. Ce n'est plus seulement ma performance qui est en cause, c'est moi. Tous les échecs ne se valent pas, tous ne forment pas, certains abîment durablement. Je prends un petit exemple qui me tient à cœur. On le voit très bien avec Lewis Hamilton, septuple champion du monde, recordman de victoires en Formule 1. Il a construit une carrière où l'échec restait l'exception. En 2021, il perd le titre face à Max Verstappen au dernier tour du dernier Grand Prix dans un contexte extrêmement controversé sur la gestion de la course. Sportivement, c'est une défaite objective. Le titre lui échappe alors qu'il était à quelques kilomètres d'un huitième sacre. Mais psychologiquement, tout laisse à penser que l'impact est sans commune mesure. On a vu émerger des interrogations sur la suite de sa carrière, sur le fait de continuer ou non chez Mercedes, et surtout l'idée possible d'une fracture dans sa confiance. Dans les saisons suivantes, notamment dans certaines prises de parole, il laisse au moins transparaître qu'il n'est peut-être plus aussi rapide qu'avant, plus le même pilote qu'il a été.
Cet exemple montre bien qu'un échec, surtout quand il arrive au sommet, peut être à la fois un reflet cruel du réel, le titre est perdu, il n'y a pas de débat sur le classement final, et un choc identitaire profond. Ce n'est pas seulement la performance d'un jour qui est en jeu, c'est le sentiment d'être encore ou non celui qui domine. Autre nuance importante, la forme que prend l'échec modifie aussi sa portée. Dans un sport individuel, la lecture est brutale. Si je perds, je ne peux m'en prendre qu'à moi-même. C'est moi, ma préparation, mes choix. Le réel me revient en pleine figure. Et en même temps, je ne suis pas maître du niveau de l'adversaire. Si je joue au tennis contre quelqu'un qui ce jour-là ne rate rien et joue à un niveau exceptionnel, je peux perdre en ayant tout donné et ne pouvoir que reconnaître sa supériorité. L'échec dit alors quelque chose de la rencontre plus que de ma seule valeur. Dans un sport collectif, la donne change. Je peux être le meilleur joueur de mon équipe, marquer 2 buts, mais perdre 3-2 parce que ma défense a sombré. Le résultat est négatif, mais je peux en partie m'en dédouaner. J'ai fait ma part. A l'inverse, si je provoque la faute ou l'erreur qui fait perdre tout le collectif, le vécu peut être écrasant. J'ai l'impression de porter sur mes épaules le poids de la défaite des autres. L'échec devient alors à la fois réel, psychologique et même social. Au croisement de ces dimensions se trouve la blessure. Elle est parfois inévitable, multifactorielle, inscrite dans le risque même du haut niveau. On peut avoir tout fait, tout bien fait, et se blesser quand même. Mais elle peut aussi refléter des routines d'entraînement et de récupération inadaptées. Dans un cas, elle apparaît comme un échec subi, presque extérieur, dans l'autre comme un rappel cruel de ce qui n'a pas été pris en compte. Dans tous ces scénarios, individuels, collectifs ou corporels, on retrouve le même nœud. L'échec renvoie à la fois à un réel incontestable et à une interprétation de ce réel. Et c'est cette interprétation, selon qu'elle est travaillée ou subie, qui fera de l'échec un point d'appui ou une blessure durable. On valorise de plus en plus l'échec, certes, mais en fait parfois, pardon, on valorise de plus en plus l'échec, certes, on en fait parfois un passage obligé, un slogan motivant, mais sans toujours bien cerner les conséquences ni ce que cela implique d'échouer réellement. L'échec sportif, nous l'avons vu, est une situation qui touche la personne au plus profond, dans sa chair, dans son estime de soi, dans sa confiance corporelle. Comme le dit Dennis Howe, l'échec ne touche pas seulement le cerveau de la raison, qui traiterait l'échec comme une simple information rationnelle, tu as perdu, tu n'as pas été sélectionné, mais aussi le cerveau des émotions, honte, peur, colère. Cependant, comme être en échec aux échecs, ce n'est pas figé, cela exige des ressources mentales précises pour ne pas y rester coincé. Dennis Howe montre que l'échec, mal géré, sédimente et mine durablement la relation au corps. Selon la théorie de l'attribution de Weiner, si le sportif se dit c'est ma faute et ça va durer, l'estime s'effondre et le stress devient chronique. Inversement, s'il pense c'est temporaire, je peux ajuster, il active la résilience. Les travaux de psychologie du sport convergent, ce qui fait la différence, ce ne sont pas des phrases toutes faites, mais quelques qualités mentales très concrètes. Et on peut en citer au moins 4. D'abord, l'autocompassion, la capacité à se traiter avec une certaine bienveillance, même en cas d'échec, plutôt que de s'auto-détruire. Les travaux de Christine Neff sur la self-compassion montrent que cette attitude, qui combine bienveillance envers soi, conscience que l'échec fait partie de la condition humaine, et attention lucide à ce que l'on ressent, réduit la rumination et l'autocritique et facilite le rebond. Ensuite, la flexibilité cognitive, la capacité à reformuler l'échec. Passer de je suis nul à ce jour-là j'ai été en dessous, voilà pourquoi. Jernigon et ses collègues ont bien montré à quel point la manière d'expliquer ces résultats, les fameuses attributions causales, influencent les attitudes futures. Optimisme ou résignation, combativité ou abandon. Un échec attribué à une cause globale, stable et interne, je répète, un échec attribué à une cause globale, stable et interne, je suis mauvais, par exemple, conduit rarement à la progression. Un échec attribué à une cause spécifique et modifiable, ma stratégie n'était pas bonne, ma préparation était insuffisante sur ce point-là, ouvre une marge de manœuvre. Troisième ressource, la régulation émotionnelle, la capacité à gérer ses émotions plutôt qu'à les fuir. Cela peut passer par la verbalisation accompagnée, par des techniques de respiration, par des pratiques de pleine conscience ou par des espaces de parole construits. Là encore, la recherche sur le coping montre que les stratégies centrées sur l'expression régulée des émotions sont protectrices, alors que le refoulement et l'évitement tendent à renforcer le stress. Enfin, une confiance adaptative qui ne nie pas l'échec, mais se reconstruit à partir de micro-succès concrets. Lazarus et Folkman, dans leur modèle de coping,
insiste sur la manière dont les individus évaluent leurs ressources face au stress et s'ajustent par petites étapes. Pour un athlète, cela signifie accepter que la confiance n'est pas un bloc monolithique, mais quelque chose qui se construit en s'appuyant sur des expériences de maîtrise, même modestes. Sans ces ressources, l'échec reste un poids paralysant. Avec elles, il devient ce qu'on en fait, non plus un verdict définitif, mais une position à jouer. Concrètement, en tant que coach, préparateur physique ou psychologue, aider un athlète à gérer l'échec. Point d'interrogation. Pas trop poser la question, mais voilà. Je vous refais la question. Concrètement, comment, en tant que coach, préparateur physique ou psychologue, aider un athlète à gérer l'échec? On peut penser l'accompagnement en 3 temps simples. Émotion, sens et action. Premier temps, l'émotion. Avant d'analyser, je laisse l'athlète parler depuis là où il est réellement. J'ai honte, j'ai les boules, je me sens nul. C'est brutal, mais c'est réel. La recherche montre que refouler ses émotions augmente le stress et la rumination, alors qu'une expression guidée, associée à un peu de pleine conscience et d'autocompassion, facilite le rebond. Il ne s'agit pas d'encourager le dramatisme, mais de reconnaître l'intensité de ce qui est vécu. Deuxième temps, le sens. Il s'agit de passer du verdict global à l'analyse spécifique. Là, on travaille sur les attributions. On clarifie ce qui dépendait du sportif et ce qui ne dépendait pas de lui. L'entraînement, la charge, le sommeil, la stratégie d'un côté, et la météo, l'adversaire, l'arbitrage de l'autre. On passe de je suis nul à j'ai sous-estimé ce point précis. On n'édulcore pas, on précise. Et les travaux sur les attributions montrent que cette précision change tout. On sort de la catastrophe identitaire, on entre dans la compréhension. Troisième temps, l'action. La dernière étape, c'est de remettre la tête en mouvement. La littérature sur le copying montre que les stratégies centrées sur la maîtrise, apprendre, ajuster, tester, sont celles qui sont le plus liées au maintien de la performance et de la santé mentale. D'où l'idée, une fois qu'on a accueilli l'émotion et clarifié le sens, on choisit une seule chose à travailler, un ou deux axes de travail maximum, un micro-objectif observable, et on le met au programme dès la semaine suivante. La séance post-échec devient alors un espace où l'on vit 70% de réussite et 30% de challenge pour réinstaller de la maîtrise sans nier la difficulté. Pour tout athlète, le résultat sportif, succès ou échec, constitue une source d'information qui peut être cruciale pour la suite. Cette information fait l'objet d'une interprétation qui dépend de caractéristiques personnelles et du contexte. Les attitudes adaptatives, optimisme, persévérance, combativité, ou non adaptatives, pessimisme, résignation, abandon, dépendent en grande partie de cette interprétation et particulièrement de la nature des causes invoquées pour expliquer le résultat de leurs effets sur la confiance en soi. Tant qu'on reste au niveau du slogan, l'échec fait grandir, on ne fait rien. Ce qui fait grandir, ce n'est pas l'échec en soi, c'est la manière émotionnelle, cognitive et comportementale dont on l'accompagne. Et ça, c'est notre travail de coach, de préparateur physique, de psychologue et de préparateur mental. On voit alors que l'échec, c'est déjà beaucoup. Ne pas le laisser devenir un verdict sur la personne, apprendre à en faire une information, un point d'appui. Et puis il reste une dernière ouverture qui mériterait à elle seule un autre séminaire. Il va falloir apprendre non seulement à gérer les échecs, mais aussi les victoires et les succès. Parce qu'on peut en apprendre tout autant, à condition là encore de les analyser, et parce qu'ils peuvent eux aussi faire mal. Vider la motivation, installer une pression d'invincibilité, ou figer l'athlète dans l'image de ce qu'il a été. L'échec, la réussite, ce ne sont pas deux mondes séparés, ce sont deux faces d'une même expérience. Celle d'un sportif qui, chaque jour, avance entre ce qui résiste et ce qui répond, et qui a besoin pour tenir d'un regard qui ne se contente pas de juger le résultat, mais qui l'aide à continuer à s'engager. On retrouve ici quelque chose de ce que Camus aperçoit avec Sisyphe et que certains coachs contemporains, comme Nick Saban, grand coach de football américain, reformulent à leur manière. Sisyphe remonte son rocher sans garantie de succès, sans promesse de sens, il n'est en droit à rien, sinon de recommencer. Saban dit à ses joueurs dans un discours sur l'importance du rien, qui est mythique: quand vous vous levez le matin, vous n'êtes en droit à rien. Personne ne vous doit rien, vous devez avoir du talent, avoir travaillé dur. Si vous ne restez pas discipliné, concentré, si vous n'exécutez pas, qu'est-ce que ça vous donne? Rien. L'idée est la même, ni l'effort passé, ni la souffrance, ni la quantité d'entraînement n'ouvrent à un droit automatique à la victoire. Au fond, c'est peut-être cela, la tâche absurde et magnifique du sportif: accepter que rien n'est garanti, ni l'échec, ni la réussite, ni la leçon qu'on en tirera, et continuer malgré tout à pousser le rocher, à revenir à l'entraînement par passion, à se présenter de nouveau sur le terrain, non pas parce que l'échec fait grandir par magie, mais parce qu'avec le bon accompagnement, avec le bon regard,
Chaque épreuve, bonne ou mauvaise, peut devenir un lieu où quelque chose en nous se précise, se clarifie et se construit. Voilà, messieurs. Cool. Voilà pour Bah, cette petite lecture. Bravo, tu sais, Claudie. c'est vraiment bien. Je sais Bravo, pas t'es si très Mathieu, gentil. je sais pas si Mathieu il va pouvoir rebondir dessus, mais trouve génial parce que on est sur plein de penchants, bah, en fait, de facteurs de travail mentaux et de savoir en fait, gérer quoi. Toi, que tu sois en tant qu'entraîneur ou en tant qu'athlète, bah, tu te rends compte il faut gérer quoi? Bah, plein de choses en fait, et que F tout a une chose, tout a un contexte, tout on doit comprendre tout et il faut savoir gérer. Et je pense que ça va être super là, la petite conversation qu'on va avoir autour de ça, parce qu'il y a plein de choses à en tirer et à parler de ça. Du coup, bref. Non, mais c'est sûr que plus je travaillais dessus et plus moi ça faisait sens par rapport à ce que je fais personnellement déjà sur le terrain, où, où je dis, donc je fais un sport, pour ceux qui ne le savent pas encore, ceux qui écoutent le séminaire, du tennis. Et pour donner un exemple de statistique, Roger Federer, dans un grand discours qu'il fait à l'université de Stanford, il dit, il donne une stat qui est affolante, que lui, Nadal et Djoko, qui sont les trois plus grands joueurs de l'histoire, ont gagné en moyenne un petit peu plus, ça se joue à 1 ou 2% près, 51-52% des points qu'ils ont joués dans leur carrière. Ça veut dire que même les plus grands joueurs de l'histoire, on parle des trois plus grands joueurs de l'histoire, qui à eux trois cumulent plus de 60 grands chelems, qui sont les tournois les plus importants dans le monde, il y en a 4 par an, gagnent à peine plus de la moitié des points qu'ils jouent. Et donc, ça veut dire que l'autre moitié, les 48-49 autres pourcents qui restent, ça peut être vu comme des échecs. J'ai loupé la balle, j'ai fait une faute, l'autre a gagné le point, il a gagné. Et donc ça en dit long sur qu'est-ce qu'un échec, comment le vivre, comment l'analyser. Et donc moi je dis à mes joueurs, on ne vient pas à l'entraînement pour ne pas rater, on vient à l'entraînement pour rater, prendre de l'information, prendre du feedback, et derrière mieux se préparer et progresser. Mais c'est facile de le faire à l'entraînement, quand c'est en match, quand il y a de l'enjeu, quand il y a une compétition, quand ça fait 10 ans qu'on essaie de gagner une Ligue des Champions et qu'on n'y arrive pas, et qu'on perd encore en demi-finale, qu'on s'appelle Mbappé pour pas le citer, bah au bout d'un moment, ça peut finir par toucher la personne, comme on l'a vu et je pense qu'on a tous vécu ça d'ailleurs, à tous nos niveaux, comme on l'a vu dans la présentation. Et donc c'est ça, moi, que j'ai trouvé super intéressant. Et c'est pour ça que je voulais en parler. Tu tu pendant ta lecture, j'ai beaucoup pensé perso, bah, je pense, tu as dû sans doute y penser aussi en écrivant ou même en lisant le bouquin. Pardon. C'était, comment on appelle ça? Michael Jordan dans The Last Dance, qui parlait au niveau, des shoots, de tout ce Mm, qu'il a raté et cetera et cetera. Et en fait, on est exactement là-dedans. C'est dans l'apprentissage, dans son échec, à quoi il nous sert notre échec? Est-ce que, on va réussir à le rendre positif? En fait aussi, tu sais, à un moment donné, je sais plus quand est-ce que tu en parlais précisément où en fait, tout dépendait aussi, enfin, c'était quand tu as dit à un moment donné: «Je suis mauvais». mm, En fait, le «je suis mauvais» qui, en fait, se renvoie à quelque chose de péjoratif ou, selon un discours qui, lui, peut être au contraire mélioratif, où en fait, même nous, quand on était à l'école, on nous disait, par exemple, les professeurs, au lieu de dire des choses négatives, et ben, en fait, on peut tourner la même phrase d'une manière positive. Et en gros, d'une manière générale, ce qui va nous rester en tête, c'est quelque chose qui va être plutôt positif que quelque chose qui est négatif. Et ben, où je veux en venir, c'est, heu, par rapport à l'échec aussi, notre discours envers soi-même, envers, notre entourage sur, tout ce qui est lié à, cet échec, tout ce qui est lié à, quelque chose qu'on n'a pas forcément réussi, tout dép en dépendance selon
notre discours, et bah, tout va changer et au contraire, nous, ce qu'on veut, c'est apprendre de ça et non pas être passif en se rabaissant ou quoi que ce soit. Qu'est-ce que je vais en retirer? Et ça, tu l'as très bien expliqué Pour, dans j'ai repris la quote là, de Michael Jordan, en effet, où il dit j'ai loupé plus de 9000 tirs dans ma carrière, j'ai perdu presque 300 matchs, 26 fois on m'a fait confiance pour prendre le game winning shot, donc le tir de la victoire, et j'ai raté encore et encore dans ma vie, et c'est pourquoi j'ai réussi. That is what I succeed. Et c'est vrai que c'est exactement ça. Une fois de plus, on revient encore à la même chose, c'est comment j'analyse ces défaites ou ces ratés. Là, on parle pas forcément de ratés, mais quand je rate, qu'est-ce que je fais de cette information-là? Est-ce que je la laisse me bouffer, comme tu le disais là à l'instant, Vira? Et c'est justement quand on parle après dans le texte des qualités mentales qu'il faut pour rebondir et quelles sont un peu les clés quand on est sur le terrain. Mais est-ce que je me laisse bouffer et je me dis juste, bah, j'ai été nul, j'ai pas réussi ou machin? Ou est-ce que on arrive à analyser un peu plus froidement pour en faire quelque chose et derrière se remettre au travail en fonction de ce feedback-là? Ouais, c'est ce que tu disais, et puis même sur l'ouverture que tu fais, que ce soit dans l'échec ou dans la victoire, à chaque fois, c'est qu'une question c'est dans tout ce qu'on fait, tout est une question d'analyse, de contextualisation, d'effort de réflexion, et que ça soit sur cette thématique-là ou n'importe quelle autre thématique. Mais effectivement, plus tu vas être réfléchi dans ta pratique, plus tu vas être en capacité de faire face, que ce soit à l'échec ou à la victoire, et tirer des conclusions et essayer d'avancer dans ta discipline. Mm. le truc qui est intéressant que tu as dit au tout début, et ça, c'est dingue, et j'y ai jamais pensé à ça, mais je pense que maintenant, je vais vraiment le garder pour moi. C'est les jeux de l'échec, les jeux d'échecs où tu as bien dit, en fait, quand tu es en échec, tu pas en échec et mat. Tu as encore moyen de t'en sortir. Donc ce que je trouve qui est super et en même temps ça rebondit sur ce que tu viens de dire, Baudouin, c'est que tu es juste dans une position délicate et qu'est-ce qu'il faut faire? Bah, c'est juste regarder vers, après. Essayer de toujours regarder après. Donc en gros, pas s'arrêter à un endroit figé, continuer de regarder, continuer de trouver des solutions pour au contraire ne pas être en échec et mat. Mais en soi, d'une manière générale, dans notre vie, on n'est jamais en échec et mat. Le seul moment où on est en échec et mat, c'est au moment où on meurt, si on veut vraiment Exactement. être honnête. Tant que tu es en vie, le temps, lui, il avance et donc ce qu'il faut, c'est trouver des solutions et donc je pense que le jeu d'échecs, en soi, en tout cas cette comparaison que tu as fait avec l'échec d'une manière générale, c'est super dans le sport, pour les athlètes, Mm. pour comprendre que, bah, c'est pas fini, quoi. Au contraire, c'est pas Mm. fini. Donc au lieu de se dire, «Non, l'échec, il va me servir», ou en tout cas, c'est bien d'échouer, nin nin nin, je préfère mieux cette idée de, «OK, je suis pas en échec et mat et donc qu'est-ce qu'il y a après?» Mm. Ouais. Après, ce qui est dur aussi, et je pense que nous, on peut, pour certains, en fonction du contexte où on est, bah, typiquement Baudouin, ou moi, je sais que dans le tennis, ça s'entraîne beaucoup. Ce qui ajoute aussi une encore plus grosse dimension à la difficulté de surpasser l'échec et justement d'avoir réussi à avoir cette froideur vis-à-vis de la situation. C'est aussi par rapport à l'implication, comme je le dis à la fin, où certes, donc ce que dit le fameux coach là, on vous doit rien, c'est pas parce que tu as bossé dur que tu dois forcément gagner, parce qu'il y a aussi d'autres gens qui bossent dur, mais justement on peut de plus en plus s'attendre à dire ok, je bosse, je bosse, je bosse, je bosse, ça va finir par venir, et à chaque fois quand tu reviens au charbon, reviens au charbon, reviens au charbon, et que ça passe pas, ça marche pas. Plus ça va, plus c'est aussi ça peut être dur à accepter. Et donc après, il y a aussi une vraie forme, je pense à haut niveau et des joueurs quand on parle de mental toughness aussi et de dureté mentale à réussir à être froid à ce niveau-là et juste une passion en fait. Si t'es pas à 2000% passionné par ton sport, je prends le basket par exemple, c'est tellement dur de gagner un titre NBA ou en NFL de gagner un Super Bowl, c'est tellement dur que si t'es pas passionné de revenir juste parce que t'aimes ton sport, parce que t'aimes t'entraîner, parce que t'aimes peut-être éventuellement avec tes coéquipiers, très compliqué de durer dans le temps, quoi.
Ouais. Est-ce que ça t'a Bah, pas ça me fait surpris? penser, ça me fait vraiment penser à, enfin, je fais le parallèle avec ma situation actuelle, et on se pose la question avec le coach, on se dit, mais des fois, qu'est-ce qui fait que les filles, elles y reviennent toujours au charbon comme ça, parce qu'on peut pas leur reprocher. Moi, dans mon contexte, si vous voulez, euh, donc nous, on cherche à se maintenir en première division de handball et féminin, pardon. Et en 2 ans, je sais pas, mais en 2 ans, on est à plus d'une vingtaine de défaites, enfin pas enchaînées, mais plus ou moins enchaînées. Et tu te demandes après, parce qu'à chaque fois, chaque semaine, tu rebosses, chaque semaine, tu analyses l'équipe, chaque semaine, tu te dis que ça peut le faire, que ça va le faire, et très souvent, c'est une défaite à la clé. Et c'est vrai on se dit putain, les meufs là, elles y retournent à chaque fois, et voire même là en ce moment, alors qu'on approche de la fin de l'année, qu'il y a un très fort risque qu'on se maintienne pas, et ben elles sont toujours là à bosser, voire plus qu'avant. Il y a quand même une ambiance générale qui est plutôt bonne. Et c'est vrai que du coup, tu te dis quel contexte, quels facteurs font que face à cet échec-là, répétitif qui plus est, bah, tu continues d'y aller. Donc est-ce que c'est justement pour certaines peut-être la passion du sport? Je pense franchement que c'est pas la raison réelle pour tout le monde. Ça peut être l'esprit, enfin une sorte d'énergie de groupe. Et on essaye de se demander un peu, mais franchement, du coup, c'est intéressant à analyser et de se dire qu'est-ce qui fait continuer à avancer tout un groupe comme ça, parce qu'il y a les individus, mais il y a aussi le groupe vers, vers une potentielle victoire, quoi. Mm. Baudouin, je pense que dans ce que tu as dit, tu as un élément de réponse, hein. On va pas se mentir. Genre le groupe, peut-être l'attache au club, peut-être l'environnement, où vous voyez que même si vous perdez, bah, en tant que coach ou en tant que prépa physique, bah, vous êtes tout le temps au charbon à aller essayer de les faire repartir. Et peut-être aller voir bah, pourquoi les filles elles sont là en fait. Pourquoi Parce que je pense qu'elles le savent. Elles savent pourquoi elles sont là, elles savent pourquoi elles vont s'entraîner. En fait, elles ont une raison d'être, elles ont une raison de motivation, elles ont toutes ces raisons-là de venir à l'entraînement et de faire ce qu'elles ont à faire. En plus du fait que ce soit leur job, parce que je pense qu'il y en a quand même qui sont défrayés Oui, et qui peuvent vivre de ça. Donc au-delà du fait que ce soit leur job, t'as quand même ce truc-là de ouais, bah tu sais pourquoi t'es là. Et si tu veux un contre-exemple de pourquoi les gens et le groupe est si important et d'avoir une dynamique sur deux groupes et c'est important, c'est que j'ai l'exemple parfait au volley. National 2, on a tout perdu, on a 5 points, et bah t'as les mecs qui sont partis. Donc c'est-à-dire que c'est là où ça change tout. T'as pas d'attache au club. Les mecs qui viennent un peu partout, ils ont aucune attache envers l'équipe, ils ont aucune connexion entre joueurs. Et en fait, du coup, bah, ils ont pas d'objectif, ils savent pas pourquoi ils sont là. Il y a un contexte qui est tellement particulier. T'as du flou de partout. Bah, en fait, ça marche pas. En fait, t'as beau tout perdre, hein. Tu peux dire, ok, bah, ça va revenir, ça va revenir. Non, ça reviendra pas. Et quand tu vois que plusieurs personnes lâchent, bah, en fait, du coup, t'as le phénomène d'écroulement ou d'effondrement. Et là, c'est là où ça casse. Et je pense que toi, du coup, même dans l'effondrement, même si vous êtes au plus bas, en fait, peut-être qu'il y a un effet un peu psychologique, un peu peut-être comme le momentum, où elles se disent, bah, en fait, on continue à y croire et on continue à avoir de l'espoir pour ça, pour en fait profiter de notre saison et kiffer jusqu'au bout. ouais, puis à l'inverse de toi, je pense que, parce que tu vois, je pense pas que si tu parlais d'attache au club, tu parlais de choses comme ça, le contexte de cette année fait que je pense que c'est pas la raison première, tu vois. Mais par contre, effectivement, il y a des passionnés, il y a des meufs, bon, c'est tout quasiment leur travail aussi. Mais au-delà de ça, effectivement, je pense qu'à l'inverse de toi où tu dis il y a cet effet un peu d'effondrement, moi je pense que à l'inverse, il y a beaucoup de filles qui continuent de se la donner et tu as aussi cet effet de groupe qui fait que bah, tu suis le mouvement un peu, tu suis le positivisme, et même si t'as pas envie, bah, tu te dis, bon, bah, putain, si je me la donne pas alors qu'il y a elle et elle qui se la donnent, je pense que ça peut jouer aussi, je sais pas, c'est des questions, il n'y a pas de vérité, je pense, mais effectivement, le fait est que actuellement, ça reste, Et ça reste. peut-être la raison pour elle, parce que je pense que c'est ça qui fait la différence entre mon contexte et ton contexte, c'est que toi, c'est de haut niveau. En fait, c'est des filles qui sont formatées pour ça. C'est-à-dire qu'elles connaissent les enjeux du haut niveau, elles savent qu'elles bossent aussi pour elles et pas que pour l'équipe.
Et du coup, elles savent que, bah, en fait, si ça redescend, bah, soit ils vont trouver un autre club, soit ils vont continuer, et du coup, pour essayer d'aller chercher une remontée. Donc, je pense que cet esprit de combativité, tu l'as, bah, en fait, quand tu es au haut niveau, et ça s'apprend malheureusement par les défaites, les réussites et toute ta carrière. Et je pense que dans l'évolution, dans ce qui va arriver dans quelques années, ça va être appris dans les programmes et d'où le protocole que je vous ai montré la dernière fois avec le profil de médaille d'or. En fait, ça, je pense que ça va commencer à rentrer un peu là-dedans sur apprendre à gérer les échecs et faire que les athlètes de haut niveau soient encore plus des athlètes de haut niveau. Et mon contexte, tu le vois bien, c'est pas des athlètes de haut niveau, c'est des mecs qui ont jamais été formés ou quoi que ce soit, qui ont aucun lien avec le mental. Ils disent tous, oui, bah, c'est parce on n'a pas de mental qu'on a perdu. Non, en fait, ça n'a rien à voir avec ça. C'est pas juste, tu peux pas résumer toute une saison, va juste avec, ouais, on n'a pas de mental. Non, je pense que ça va plus loin que ça et il faut prendre tout en contexte. Et c'est ça qui est un peu compliqué sur l'analyse de ce qui se passe dans une saison. Et c'est ce que Bon, les gens manquent beaucoup, c'est le recul sur ce qui se passe réellement. Un Ouais, truc qui est carrément. mais très vrai, je trouve, dans ce que tu dis, c'est au niveau de l'exigence du haut niveau. Pourquoi je dis ça? Actuellement, moi, dans mon équipe de flag, on a fini la saison. Le championnat de France mixte et la Coupe de France masculine sont terminés. On a fini les deux championnats, etc. Il nous reste quelques journées d'une coupe régionale un peu là dans le sud, mais c'est un open, t'es pas forcément obligé de venir. Enfin bref. Et en fait, on voit depuis quelques temps là, depuis la fin de la saison, beaucoup moins de gens qui viennent à l'entraînement en fait. Et les seules personnes qui continuent à venir réellement, c'est soit ceux qui, pardon, c'est soit ceux qui, effectivement, comme tu dis, connaissent un peu l'exigence du haut niveau. Par exemple, moi, il y a un de mes collègues, je crois, il est troisième au championnat de France de lancer en athlétisme, lancer de poids ou un truc comme ça. Et bah lui, même, tu vois, on continue des fois à s'entraîner un peu sur le côté parce que bah on sait que si on veut progresser, ça rentre pas à la saison, tu vois. Faut continuer à s'entraîner. Il y a ceux qui sont vraiment passionnés, moi qui suis encore un peu dans le première année qui kiffe ça, et puis bah il y a ceux qui sont juste en mode moi je viens pour le loisir, et du coup bah la saison est finie, pourquoi je viendrais m'entraîner, tu vois, ou alors je vais être beaucoup moins sérieux sur l'heure d'arrivée, sur l'implication, et donc je pense que voilà, il y a effectivement comme tu dis ce truc d'exigence du haut niveau où faut rester dans le truc en fait. Et là, bah, les filles de Baudouin, ouais, t'as pas le choix, t'es professionnel. Tu sais que même si bah, tu vas jouer l'année prochaine, faut que tu continues à t'entraîner, faut que d'un point de vue personnel, tu continues à progresser, à t'entraîner. Donc ouais, c'est important quoi, c'est vraiment de l'exigence quoi. Mais ça, on est quand même pas mal sur les enjeux de motivation. Tu un petit peu, le rugby, ils ont pas mal écrit là-dessus et ils ont commencé à comprendre un peu sur, quelle casquette tu avais. Tu avais la casquette personnelle de pourquoi tu es dans l'équipe et pourquoi tu continues à faire ce que tu fais dans l'équipe. Tu as la casquette d'équipe de, bah, en fait, pourquoi tu le fais pour l'équipe et pas que pour toi. Et en fait, tu as tout un questionnaire qui était assez intéressant sur, bah, des les motivations, du coup, intrinsèques, extrinsèques à motivation. C'est un, bah, du coup, ce que je vous avais expliqué que sur les théories d'autodétermination ou les choses comme ça, ce qu'on avait vu la dernière fois. Mais en fait, tu as beaucoup de choses là-dessus qui jouent sur les motivations. Et ça va être c'est pour ça que c'était un des facteurs fondamentaux, c'est que ça découle là-dessus. Si en fait, tu as même pas une base de motivation qui est solide sur le pourquoi tu viens aux entraînements et pourquoi tu es là, tu sais que les personnes vont avoir du mal à être résilients dans ce qu'ils vont faire sur l'année. Et ça, ce profil-là, tu les vois directement. Moi, j'ai appris quand même à plutôt bien les identifier, sur savoir bah, qui est-ce qui a ce profil-là, qui est-ce qui a pas ce profil-là, en voyant tous les athlètes des deux équipes, que ce soit chez les féminines ou chez les masculins, tu le vois. Mais parce que c'est des choses que moi je prends en compte dans mon analyse. Mm. Ouais. Toi, tu as tous les trucs de dynamique de groupe. En fait, ça va aider à maintenir cette motivation-là. Genre un truc tout con, les normes. Mais en fait, si tu as mis en place des normes, bah, tes athlètes, ils vont suivre le truc. Et c'est-à-dire que s'ils sont en retard à l'entraînement, bah, ils vont se faire engueuler. Et du coup, le fait qu'ils se fassent engueuler, ça va les remettre dans la norme et les refaire savoir pourquoi ils sont là. Donc en fait, on peut jouer sur différents facteurs de performance pour que on maintienne cet état-là, en fait. Ok. On Pira, tu divague allais un peu dire du un truc sujet, tout à je l'heure? pense que sur les fakes, hein, mais je pense j'ai que ça en fait j'avais partie, hein. j'avais une question pour toi, Mathieu, autour Ouais, de, bah, en fait, cette histoire, donc je reviens sur l'échec, ouais. mais d'un point de vue maintenant de l'entraîneur. Hem, Qu'est-ce qui pour toi serait par exemple les leviers de travail pour au contraire toi, en tant qu'entraîneur, hem,
travailler cette relation par rapport à l'échec et pour ensuite pouvoir, par exemple, avoir un bon discours envers tes athlètes, pouvoir les amener avec toi et pouvoir les fédérer. Quels Ouais. sont, je sais pas s'il y a vraiment, des leviers ou en tout cas un travail, primordial pour un entraîneur, heu, à travailler là-dessus et pour, avoir les bons réflexes? Parce qu'on a beaucoup parlé, du point de vue, de l'athlète, on va dire, ou même pendant, ce que Conseil disait. Mais, là, je voudrais parler un peu plus pratique de l'entraîneur et de son rôle à lui, quoi. Sans avoir cherché trop dans mes papiers, parce que je pense que bon, malheureusement, j'ai plus d'ordi, donc je pourrais plus aller les rechercher, mais j'avais pas mal d'articles là-dessus et il faudrait que j'essaye de les retrouver. Mais je pense qu'il y a pas mal de choses qui sont mises en place. Mais ce qu'a dit Closet, là, ce qui est sorti du livre, c'est plutôt intéressant. Je pense que tout ce qui est relation aux émotions, déjà, si ton coach il va pas péter un câble parce que tu perds, je pense que ça joue quand même pas mal. S'il sait réguler ses émotions, c'est pas éviter les émotions, c'est les réguler. Ça veut dire que si il doit pousser une gueulante parce qu'il y a une dynamique à remettre dans l'équipe, il doit le faire. Par contre, si c'est injustifié sur un résultat, je pense que là, ça a pas lieu d'être dans l'équipe. Donc déjà, je pense que c'est un gros travail à faire sur l'entraîneur, sur la régulation d'émotions. Et il y a un truc, on pourra en reparler après, mais c'est le premier item que tu as cité sur les autocomportements. Ça, La j'ai pas trop compris. self-compassion, Ouais, c'est ça. Je sais pas si l'autocompassion. c'est lié à la conscience de soi ou c'est du coup quelque chose qui est différent. Faudrait regarder dans les définitions. Mais pareil, la conscience de soi et le recul sur la performance qui vient de se passer. C'est-à-dire que si l'entraîneur n'est pas capable de prendre du recul sur ce qui se passe, je suis pas sûr que il fera un bon discours d'après-match. Ça veut pas dire qu'il doit pas prendre le temps de le faire, parce que honnêtement, je pense que faire un discours à chaud, c'est pas tout le temps la meilleure des choses. Mais par contre, s'il y a besoin de le faire à chaud, il peut le faire à chaud en fonction du contexte. Mais je pense qu'il y a certains moments où on doit prendre du recul sur comprendre ce qui s'est réellement passé. Et c'est là où je vois, vu comme j'ai passé pas mal de saisons sur le banc, c'est que ben, l'entraîneur avec qui on travaille, bah, c'est une catastrophe sur ça. C'est que il a la première réaction qui est la réaction de l'émotion. C'est-à-dire que par exemple, une joueuse va rater quelque chose, bah direct, il va dire mais c'est n'importe quoi, elle connaît rien en volley. Ou elle est nulle ou machin. Et tu as la première réaction qui est mauvaise pour moi. Parce que du coup, tu impliques directement la joueuse. Mmh. Et encore plus dans le volley, et c'est ce que je voulais, je fais une petite aparté dans mon explication, mais c'est que je pense que dans le volley, c'est encore plus compliqué parce qu'on part quand même d'une réception, d'une passe et d'une attaque. C'est-à-dire qu'il y a quand même 3 leviers d'échec dans une seule action. C'est-à-dire que si le libéro ou les R4 réceptionnent mal, tu as un premier échec. Si la passe elle est mauvaise, tu as un deuxième échec. Si l'attaque elle est pas bonne, tu as un troisième échec. Donc en fait, le volley est un sport de faute, est un sport d'échec. Donc c'est bah, un peu comme le tennis, mais là du coup c'est un sport collectif et du coup tu peux pas analyser un point en faveur d'une fille. Par contre, oui, s'il y a une répétition de choses qui se passent, là c'est un échec. Et là du coup tu dois comprendre et en tant qu'entraîneur, je pense que tu dois faire les choses pour que ça change. Donc soit un changement, soit un temps mort, soit tout ce que tu as pour couper un peu la dynamique du jeu. Mais je pense que ouais, c'est ce genre de choses qu'il faudra apprendre aux entraîneurs. Déjà, émotion, conscience de soi. Et je vais encore reparler du momentum, mais on est un peu là-dessus. C'est si on prend l'échec dans sa dynamique de jeu, c'est-à-dire que uniquement pendant un match, bah en fait, il y a des temps forts, des temps faibles, et l'entraîneur ou les joueuses doivent être formés à faire des ruptures si la dynamique devient négative. Et tu as cité un auteur Closet qui s'appelle Jernigon, et c'est celui qui avait écrit beaucoup sur le momentum psychologique. Et du coup, c'est aussi en lien avec les stratégies de coping. Et tu as beaucoup de choses qui sont en train de sortir là sur les communal coping, sur le coping. Donc, tout ce qui est faire face aux situations, soit d'échecs, soit de problèmes. Donc, la première solution, ça va être l'émotionnel. Éviter le problème, bon, c'est pas à long terme, c'est pas ce qui est le mieux, mais du coup, ça te permet juste sur une action précise, de stopper tout ce qui va ressortir et de passer à la suite, ou du coup l'évitement ou ne rien faire. Je sais pas si ça répond à ta question, mais J'ai trouvé je sais pas si c'est toi ou si c'est sur ce que tu as trouvé, mais j'ai trouvé ton modèle un peu là en 3 temps que tu as expliqué à la fin là sur tu avais dit les émotions
le Sens sens et Sens action. et et action. l'action. Et je trouve ça très pertinent comme modèle d'action et modèle de réflexion, de s'attacher à ces trois temps-là et, euh, et de les Clairement. développer, ouais. Que tu Et sois coach, entraîneur ou athlète. Bah, c'est Et vrai en fait, que tu peux les bosser différemment. Parce que ce que tu Ouais. as dit, c'est que c'est un modèle. Donc, en fait, tu as 3 temps, mais en fait, dans ces 3 temps, tu peux utiliser des outils. Plein de Et choses. Ouais. il parle d'attribution causale. Les attributions causales, bah oui, tu as des choses dessus à faire. ouais, et ce qui est hyper intéressant, je trouve, c'est que quand je me suis intéressé un peu à ce truc-là et que je l'ai découvert au final, c'est qu'en fait, souvent, on est tout dans l'un ou tout dans l'autre. Et en fait, c'est justement, on va avoir des coachs. Et moi aussi, avant de faire un peu ce travail-là, j'étais tout dans le, euh, comment dire, analyse-action, tu vois, sans forcément laisser à la personne le temps de s'exprimer sur ses émotions, vraiment sur ce qu'elle ressentait, un peu comme, tu sais, je dis par un moment où, bah là, actuellement, je me sens nul, je suis une brêle, machin, et c'est vraiment ce que tu ressens, donc tu as le droit de l'exprimer et de le ressentir. Mais après, il faut en faire quelque chose, sauf que moi, j'étais un peu trop dans la partie 2 et 3, tu vois, et quand il y a des coachs qui sont juste dans la partie 1, en fait, ou juste même eux, comme tu disais, Mathieu, le coach, elle est éclatée, elle est nulle, de toute façon il sait pas faire ça, il est nul, il reste en fait dans les émotions sans se dire, et d'ailleurs ça m'a fait penser à une quote de je sais plus qui, il faudrait que je vous retrouve ça, mais qui dit, c'est un coach qui dit, si tu rates une fois, c'est ta faute. Si tu rates une deuxième fois, c'est ma faute en tant que coach. Parce que ça veut dire que j'ai C'est pas un trouvé entraîneur le de foot. levier. Comment? C'est un entraîneur de foot, je l'ai Entraîneur vu de foot? passer, je sais plus qui c'est. OK. Qui dit, en gros, oui, si tu rates une première fois, bon, bah, c'est ta faute, tu loupé. Mais si tu rates une deuxième fois, c'est-à-dire que je t'ai pas appris à corriger, on n'a pas assez travaillé pour que tu corriges, et ça vient de mon boulot de coach. Ce qui est fort intéressant, du coup. Et du coup, ouais, non, mais c'est vrai que ce truc-là en 3 temps, et je trouve qu'il est hyper, comment dire, même, ça se visualise assez bien, tu vois, pour les joueurs et tout. Donc ouais, non, intéressant. C'est vrai que le modèle est cool, ouais. Voilà, Tim. Bon, bah en vrai, pas mal, hein. C'était Bien. cool. Je sais pas si vous avez encore des trucs à ajouter. Franchement, c'est un des séminaires, je trouve, les plus complets. On a, sur nos discussions, c'était propre et c'était très intéressant d'avoir cette façon d'aborder un peu. Même si tu as, enfin, je crois et je pense que tu as lu, tu vois, même si c'est ça, j'ai trouvé ça un peu comme à l'instar d'une émission ou un truc comme ça, ou un podcast ou j'en sais rien, mais j'ai trouvé ça franchement super intéressant. Bah merci. Après, forcément, de toute façon, comme dans tous les séminaires, la- forcément, il faut que la présentation et le sujet soient cool. Ce qui derrière fait l'intérêt du truc, c'est Oui. notre discussion et nos échanges et nos Oui. vécus aussi. Donc, Non, mais même sur le contenu, tu vois, la façon dont tu as abordé. Au début, quand tu as parlé, tu as dit que tu allais faire un truc sur un peu philosophique et tout, je me suis dit, bon, ça va être tes réflexions, mais même dans ta manière de. Alors, c'est comme tu le disais, on n'est pas philosophe, mais dans ta manière de dire les choses et la façon dont ça a été récité, c'était. Ouais, il y avait une approche philosophique et j'ai trouvé ça intéressant, quoi. bah merci, Tim. Merci, merci. En espérant que le record ait marché, les gars. Putain. Allez, petit diapo, merci, histoire de. Voilà. Pour Allez, le ciao, ciao. record. Non, mais de toute manière, faudra, genre là, sur le record, j'ai pensé, faudra couper juste quand on finit, il fait, eh ben, c'était sympa. Je pense qu'il faudra juste s'arrêter là avant que Thomas il parle, parce que là, c'est déjà plus perso, tu vois. J'imagine trop sur YouTube, tu vois, jusqu'à la fin, et là, du coup, eh ben, c'était sympa. Et tac, il finit. Tac. Ça, c'est Ciao. vraiment la note séminaire. Générique de fin. Pas d'intro, pas de conclusion, juste truc Eh brut. ben, Coupé, c'était coupé. sympa. Finito. Ok, Non, Tim. en vrai, mec, c'est cool, mais je trouve que c'est trop bien de pouvoir revenir sur des choses tout le temps qu'on connaît. Je sais pas vous, peut-être que c'est que moi, mais tu sais, des fois, quand t'entends beaucoup de choses, du coup, tu as envie de revenir sur certaines choses, améliorer certaines choses. Mais après, derrière, c'est vrai que tu oublies qu'il y avait des choses à la base que tu faisais bien, mais que tu as oublié de remettre en place parce que en fait, tu te fais influencer et du coup, tu avances sur d'autres sujets, etc., etc. Du coup, je trouve les piqûres de rappel, elles sont géniales. Et en plus, on apprend des choses. Là, aujourd'hui, je trouve on a appris des choses et on s'est refait des piqûres de rappel on sait. Mais comme là, tu disais que le sait.
tu vois, genre les 3 étapes, et bah, tu plus dans les 2-3, alors qu'en vrai, on sait très bien que c'est important d'écouter, tu vois? Ou d'autres entraîneurs, moi, tu sais, je me suis vu là-dedans et j'ai l'impression d'être un peu plus dans les émotions. Tu vois? Genre, en gros, la première chose que je vais parler avec mes gars, c'est au lieu de, émotion, sens, réaction, je vais plus être, essayer de comprendre les émotions et après essayer de détendre au niveau émotionnel et on verra le reste un peu plus tard, tu vois? Parce que j'ai l'impression aussi, quand tu es, avec des gens qui sont un peu moins matures, donc quand je parle mature, je parle pas que des jeunes, mais je peux dire moins mature, dans le sport. La première chose qui va surtout les impacter, c'est au niveau émotionnel. Tout va être émotionnel, tout va être, «Je comprends pas» ou «Je suis nul» ou «Ça va pas» ou ci ou ça, avant de passer à d'autres choses. Genre, surtout, là j'ai des exemples en tête au niveau de mes jeunes d'athlètes, qui ont, entre 12 et 18 ans et en soi, c'est full émotionnel et encore je dis ça mais j'en pense à certains aussi qui ont plus de la vingtaine et c'est surtout full émotionnel, quoi. Mmh. Heu, alors qu'ils ont plus de 20 ans, du coup bon, nous on sera pas amenés qu'à travailler Oula. Ah, avec tout ce qu'on fait mais je pense qu'on sera pas qu'avec des athlètes de haut niveau. Du coup, et bah, Ah, du nickel. coup, ouais, quoi. il y a Vira Ah, qui je suis full Il a bug. pété un peu en il y a lag, Vira, il est en Je suis train de full bug, commencer non? à friser là. un peu en lag. Il y a une OK, question team. qu'on peut se poser, Ouais. je pense, par rapport à ça. C'est est-ce que du coup, en tant que prépa physique, on n'a pas notre rôle de mettre en échec de temps en temps nos athlètes? Et bah, Bah mec, si. c'est l'objet de ton prochain séminaire. En vrai, ce serait fou ça! Parce Eh, que tu as des échecs sur tout, que ce soit sur le cognitif, tu peux le mettre en échec. En fait, on joue avec ça. C'est-à-dire qu'on met une situation où il la maîtrise pas, et en fait, on ajoute une contrainte où il va la maîtriser, ainsi de suite, jusqu'à le mettre en échec sur une situation qui se rapproche le plus possible de ce qu'on peut voir sur le terrain. Mmh. Ouais. ma méthode d'échec, c'est on fait des burpees. C'est bien Vira. Là, même sur des Voilà. corrections techniques, tu vois, en haltéro. Genre, ouais, honnêtement, tu passes beaucoup de temps en échec, en haltéro. Ouais. Tu vois, il y a une question à se poser, je pense, là-dessus. Ouais. OK, team. Bon, va falloir que j'aille faire le programme de demain, moi, parce que ça y est, mon collègue est en fin de métier de me répondre à 20h20 pour pouvoir envoyer le Pas de programme aux souci. gosses avant qu'ils aillent se coucher. Bon, sur ce, les gars, merci bien, la team. J'espère que je vais couper le record. C'est ciao, la team.